La dame du coin. Lorsque l'on dit la dame du coin, on pense à cette femme qu'on connaît peu, que l'on croise, que l'on laisse de côté. Cette femme sur qui il y a des rumeurs, celle qui nous fait peur. Mais la dame du coin, elle fait partie de ta vie, de ta journée ou seulement d'un instant. C'est cette femme que tu connais, que tu rencontres ou que tu croises. C'est ta mère, ta sœur, ta blonde, ta voisine, et c'est aussi toi. Elle est inspirante, combattante, troublante. La dame du coin est exceptionnelle. Dans cet épisode, vous allez entendre Louise. Entre émotion et non-dit, elle nous parle des silences qui ont pesé sur son parcours. Malgré les épreuves, elle n'a jamais baissé les bras. Elle nous montre qu'avec de l'amour et de la détermination, on peut réaliser de belles choses. Louise est une dame du coin, comme on aimerait en croiser plus souvent. Première des choses, je fais partie dans ce temps-là, pour nous autres, d'une grande famille. J'ai 57 ans et je suis le bébé des filles. J'avais 3 frères, 3 sœurs. Je dis j'avais parce que j'ai une de mes tantes qui est décédée dernièrement. On vient de la rive sud de Montréal. Ça se trouve être la campagne, si on veut, c'est Saint-Hyacinthe. On est des Mascoutins pur laine. On était dans la banlieue, si tu veux, de Saint-Hyacinthe. J'ai grandi avec mes frères et sœurs dans c'est ça, c'est certain, quand t'es 6, j'avais 14 ans de différence avec la plus vieille. Fait que tu te dis que, mettons, quand je suis venue au monde, ma sœur la plus vieille, chez nous, avait 14 ans. Fait qu'on avait une bonne écart d'âge, là. Puis mon frère, j'ai un frère plus jeune que moi aussi, Normand. Mes parents, on avait une petite maison. Les parents de ma mère, ils avaient quand même il y avait beaucoup de sous dans le temps, puis il y avait des terrains, puis on vivait dans une petite maison à côté de la grosse maison. On payait pas de loyer, je me rappelle, presque pas. C'était ridicule. On est parti de là en 1976. On s'en allait vraiment dans le Saint-Hyacinthe, là, dans un quartier où il y avait plus de monde, dans une belle grande maison. On manquait de rien. Mon père était dans l'armée, puis il était boss à la Goodyear. Ma mère, c'est une femme qui travaillait tout le temps. C'est une femme... je l'ai jamais vue arrêter, je l'ai jamais vue malade. Elle a commencé à travailler de soir, puis mon père nous gardait le soir. Puis après ça, quand elle est tombée de jour, quand que mon frère le plus jeune était capable d'aller à l'école, à la maternelle. J'ai eu une belle enfance. On a voyagé beaucoup, nous autres. Mon père avait 3 semaines de vacances par année, l'été. Et on partait, on s'en allait à Wildwood, aux États-Unis. On était souvent aussi avec le frère de ma mère, qui lui aussi avait ses enfants. Donc, tu sais, j'ai été élevée beaucoup avec mes cousins, cousines. C'était vraiment l'époque des familles, aller jouer dehors. Mon grand-père nous faisait une patinoire. On avait des gros forts l'hiver. Mon grand-père nous mettait avec un tracteur, parce que lui, il avait un tracteur, bien entendu. Il faisait une grosse montagne de neige, qu'on faisait des forts là-dedans. J'ai eu une super de belle enfance. Après ça, quand on a déménagé à l'adolescence, c'est là que c'est un petit peu tout ça s'est gâché quand que j'ai découvert que mon père trompait ma mère. On se croyait une famille impeccable. Bon, on l'était pas du tout. Papa qui était dans l'armée, puis il allait à la chasse, puis il allait à la pêche avec ses chums de gars. Dans le fond, c'est pas vrai. Mon père avait des maîtresses un peu partout. J'adorais mon père
Moi, là, je voulais avoir un mari comme mon père, travaillant comme lui, d'aller dans l'armée, puis il était drôle. Toutes mes chums de filles aimaient mon père. Il était beau, il était grand, il était fort. Fait que donc, j'ai eu une passe très belle à partir de 15, 16, 17 ans. Surtout quand j'ai su que mon père trompait ma mère. À partir de là, il y a eu les affrontements de l'adolescence. Là, c'est sûr, j'ai commencé à regarder les petits garçons. Premier amour, oh mon Dieu, lui, regarde, je pensais faire ma vie avec. Mais avec les problématiques que ça a apporté à la maison, j'ai rencontré quelqu'un qui était plus vieux, qui était sur le bord d'avoir ses 18 ans. Moi, j'en avais 16. Il m'apportait plus la liberté. J'ai lâché mon petit chum. Je me suis en allée avec la facilité de dire, avec lui, je vais avancer. L'autre, c'était plus un bohème, un musicien, tu sais, l'amour, puis tandis que l'autre, c'était plus pragmatique. C'est son père, il avait hérité de son père, c'était je vais me placer. Et je suis tombée enceinte à 17 ans. Ah, là, ça a été devenir adulte, pas facile. Vraiment pas facile. C'est sûr, mon père, il m'a pas bien pris ça. Oh, t'es là. Et surtout, là, à un moment donné, c'est sûr que Luc, c'était le papa de ma fille, lui, s'est dit, bon, écoute, je vais prendre mes responsabilités et je vais la marier. Bon, l'enfant est supposé de venir au monde vers la fête du Québec, le 24 juin environ. Donc, on voulait se marier au mois de septembre. On a tout planifié pour que le 15 de septembre, on se marie. Encore là, c'est pas comme ça que ça s'est passé. À un moment donné, sans crier, sans voir de symptômes, rien du tout, j'ai fait un décollement placentaire prématuré. Et on n'a pas été assez vite pour me faire la césarienne. Et ma fille est décédée 3 heures et demie après sa naissance. C'était une épreuve très dure de ma vie. Tu sais, je suis tombée enceinte rapidement aussi. Le gars, il a décidé de prendre ses responsabilités, mais c'était pas ça qu'il voulait non plus. Lui. Moi non plus, dans le fond, je voulais pas tomber enceinte, mais je suis tombée, j'ai dit bon, ok, c'est correct, on va prendre le bébé. J'étais à l'hôpital et puis lui, ne savant quoi faire. Le médecin qui est arrivé à côté de Luc, puis il a dit, écoute, je pense que le mieux, parce que vu que j'ai eu une césarienne, j'ai été endormie. J'ai pas eu connaissance de l'enfant vivant. Et là, ils sont allés voir le père et ils ont dit, écoute, si tu décides de prendre l'enfant, faut que tu le transportes, la tombe, et ci et ça, tu t'en sauves pas en bas dans ce temps-là, 2000, 3000, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Mais ce que nous autres on peut faire, on va lui faire une autopsie, on va étudier sur son corps, ce qui veut dire on va prendre on va étudier sur des morceaux, mettre des morceaux dans le formol. C'est toutes des choses que j'ai appris par après, pas sur le coup. Mais la chose, il fallait qu'il prenne le hic dans tout ça, c'était qu'il fallait qu'il prenne l'enfant right now, pas qu'il attende que la maman se réveille puis qu'elle puisse faire son deuil. Fait qu'il il a signé pour que le médecin parte avec l'enfant. Donc, je n'ai pas vu ma fille. Je n'ai pas, je l'ai pas touchée, je l'ai pas embrassée, même morte. C'était, pendant des années, j'ai cru que on l'avait rendue. Même avec une autopsie dans les mains. Et on est venu m'amener chez ma mère. Mais chez ma mère et mon père, là, dans la belle maison à la Providence qu'on avait déménagé dans les années 73.
Et j'ai commencé mon rétablissement chez maman. Puis là, mais à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Au bout de quelques jours que j'étais chez maman, j'ai vu un gros camion reculer dans le cours. Puis je me rappelle, j'avais dit à maman, mais maman, c'est quoi ça? Puis maman, elle avait les yeux pleins d'eau, elle dit, tu vas comprendre, oui, c'est pour le nez. C'était mes trucs à moi. Ça a pris 15 ans avant que je revoie le père de l'enfant. Je ne l'ai pas revu après l'accouchement, après que ça ait venu m'amener chez ma mère. J'ai vu mon stock arriver, c'était pour me dire c'est fini. Lui, il a refait sa vie ailleurs. Et c'est ça. Au bout de 6 mois, ma convalescence chez maman, là, je suis tombée rebelle. Je me suis mis à travailler dans un club, puis fallait que je fasse de l'argent vite, fallait que je parte de chez maman. J'haïssais mon père, je disais à ma mère, t'as pas d'allure, t'es pas un tapis, moi, là, regarde. La situation familiale, plus qu'est-ce que je vivais, ça marchait pas. Et à un moment donné, je travaille dans un club et je rencontre un gars qui, imagine-toi, la première fois que je l'ai vu, c'est le 5 décembre. Et le 7 décembre, lui avait une petite fille de 3 ans que sa femme l'avait laissée, c'est lui qui avait la garde. Fait que je m'avais trouvé une catin, moi, là. 2 jours plus tard, j'étais avec. À Noël, on se fiançait, puis le mois de juillet suivant, on se mariait. J'avais ma fille. J'ai focusé là-dessus. J'ai été mariée 10 ans. Ça m'a pris 4 ans avant d'avoir Mario. Mario, qui aujourd'hui a 35 ans, va avoir 36 ans. Il est en forme. Mais le lien avec Mélanie, parce que les enfants ont le même papa, mais pas la même maman. Malgré que Mélanie, pour moi, c'est ma Mélanie à moi. Ce n'est pas Jessica, ma fille qui est décédée. Que je l'ai eue pendant 10 ans de temps pendant le 10 ans du mariage. Je l'ai perdu de vue un peu après. Et j'ai parce que c'est bien beau, tu choisis Marie. Oui, c'est ça, c'était beau 7 ans, mais il y avait quelque chose qui, tu sais, c'était pas l'homme que j'aurais dû marier. Lui, au bout de 7 ans, il a été dans la peau du bien pas mal plus facile. Il est devenu un full patch qu'on appelle, un Ellen Joe. Quand j'ai vu le chemin qu'il prenait, là, j'étais pas capable avec les enfants. Je me suis retirée de là, mais ça a pris du temps, ça a pris de l'énergie. Ça aussi, ça m'a fait mal, une affaire épouvantable. Mais, regarde, j'ai au moins été, comme je disais, tu sais, Michel, tu m'as donné de beaux enfants. Je me suis fait opérer en 90 pour un cancer des ovaires et de l'utérus. Ma mère restait chez moi dans ce temps-là. Et ça, c'est avant le coup dur que ma mère meurt, là. Ce coup dur, c'était papa. Tous ces chocs émotifs-là, j'aurais dû demander de l'aide, j'aurais dû, non, pas du tout. J'étais sois forte, fallait que je sois forte. J'ai été élevée comme ça, le paraître, on est fort, on fait pas de crise. Même au salon mortuaire, on ne fait pas de crise. Quand ma fille est morte, ma mère m'a dit tout le temps, non, ne te donne pas en spectacle. J'apprenais des choses. Quand il est arrivé l'histoire de ma fille, j'ai lâché les études, j'ai travaillé dans des bars. Puis quand j'ai marié Michel, tout de suite, j'avais la business des affaires. Je l'avais l'affaire.
Lui, il voulait s'acheter une cour de scrap. Attends un peu, j'étais capable d'aller, bon, OK, m'aller te faire chercher le financement. J'étais débrouillarde dans ta là. Il a fait de l'argent comme de l'eau. Moi, pendant ce temps-là, je me suis ouvert un salon de coiffure. Ce salon de coiffure-là, je l'ai transformé, je l'ai mis dans un centre de conditionnement physique. J'avais un centre de beauté. J'ai été une des premières à bâtir un centre de beauté. Ça passe au feu, c'est pas grave. On se retourne de bord, on prend un autre commerce, Oups, rencontre un gars qui, lui, celui qui avait la discothèque. J'ai commencé à faire de l'argent de même. J'ai roulé ma bosse comme ça, en achetant des commerces, en vendant des commerces à profit. J'ai vendu quelques-uns à pas à profit, là, mais j'avais toujours une manière par en arrière qui m'a amené dans la criminalité, justement. J'ai fait ma place, mais pas de la bonne manière. J'ai 57 ans, j'ai jamais été bien de ma vie comme je le suis présentement. J'ai jamais eu de si bon contact avec mes enfants que j'ai aujourd'hui. Mais il a fallu que je me tape près de 3 ans de prison, de détention, puis de tout ce que tu veux, la maison de transition, de programme pour, malgré que c'est pas gros 3 ans, mais 3 ans à 54 ans, c'est beaucoup. C'est justement mes 3 années que je peux pas dire que je viens de perdre. Parce que, c'est ça, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à me reconnaître. Parce que la Louise Henry, la vraie, était quelque part en moi, mais cachée par des thèmes, par des on dit pas, puis on montre pas, puis là, aujourd'hui, on le montre, on le dit, on le vit. Et ça me fait grandir énormément. Et, tu sais, j'ai fait un 180 sur la carrière aussi. J'ai retourné à l'école en psychologie, travail social. Je vais m'en aller pour défendre les droits des femmes incarcérées parce que je sais maintenant ce qu'ils vivent. Et j'adore ça. Il faut taper joint là-dedans. Je suis membre actif de la CACIF. C'est une coalition qui passe à l'action et à la surveillance des femmes incarcérées au Québec. Et je fais partie aussi du comité Leclerc pour la mobilisation et le soutien des détenus à la prison Leclerc. Et je suis bien, je suis heureuse. Pour finir, à chaque entrevue, je leur demande ce qui les rend fiers. Je suis fière de première des choses, que Mélanie et Mario, même s'ils sont demi-frères, demi-sœurs, dans le fond, je les ai élevés en frères et sœurs. Je suis fière de qu'est-ce qu'ils sont devenus, les enfants. C'est ça, j'ai des petites fiertés ici et là que j'ai faites, tu sais, dans ma vie, que, tu sais, j'ai laissé la chance à du monde parce que j'ai pas toujours été une criminelle en comptabilité. Tu sais, j'ai donné des chances à plusieurs personnes. Et quels conseils elle se donnerait? Vis tes émotions, Louise. Prendre le temps. Peu importe la quantité de temps que tu as, l'important, c'est la qualité de ton temps. C'est pas la quantité. Prendre le temps. C'est ça que je dirais à Louise. Vous venez d'écouter le 4e épisode de La Dame du Coin avec Louise. Je tiens à la remercier de m'avoir fait confiance et de m'avoir partagé son parcours. Je tiens également à remercier toutes les dames du coin, mes professeurs Pierre et Mirabelle, et aussi toutes les personnes qui m'encouragent et qui m'entourent. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et suivez la page Instagram La Dame du Coin pour vous tenir informé des prochains épisodes. À bientôt!